Welcome to Meaningful by Design, where we dive into the heart of what makes businesses, brands, and leaders truly matter. In each episode, we speak with founders and entrepreneurs who are shaping the world with their uncompromising vision and values, both in B2B and B2C. It's not just about what they're building, but why they're building it and how they do it, with consistency, authenticity, and purpose. Okay, so welcome everyone to another episode of the Nemesis podcast. We are joined today by Aïssa Larossi, the founder of Enki. So thanks for joining us today. Well, thanks for the invitation. Yes. On va switcher peut-être en français pour ces premières questions parce qu'on a bossé ensemble pendant quelques mois. Ça s'est passé en français. On sera plus à l'aise, je pense. Yes. Donc peut-être pour que je ne raconte pas ça d'une mauvaise façon, dis-nous Enki, c'est quoi? Ouais. Bah écoute, Enki, comme vous savez, c'est un projet qui a vocation à transformer l'industrie du mobilier. Et donc on a commencé par le mobilier par abonnement parce qu'on pense que c'est un moyen, en tout cas efficace, de rendre la consommation de mobilier plus circulaire, plus responsable et aussi dans le même sens que finalement rendre les usages simplifiés, donc la flexibilité que recherche aujourd'hui tout le monde. Et donc en résumé, voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'on propose du mobilier par abonnement en B2B. Ça peut être des restaurants, ça peut être des hôtels, ça peut être donc tout ce qu'on peut imaginer comme mobilier B2B. On a combiné ça avec une mécanique financière qui est assez innovante dans le sens que tout ce mobilier, il faut le financer à un moment donné. Ouais. Et donc pour ça, on a créé en fait une plateforme de financement participative qui permet du coup, à quiconque veut investir, donc d'investir dans le mobilier que nous on met en location, quoi. Super. Et donc ça, c'est Enki Invest, pour ceux qui ne savent Exactement. pas. C'est la partie très intéressante à ce business, parce qu'en effet, le bottleneck naturel pour ta croissance aurait toujours été le cash, parce qu'il faut préfinancer tous ces meubles. C'est des meubles aussi de très haute qualité. Tu l'as pas dit, mais clairement, c'est pas des meubles Ikea que tu lises, hein. C'est vraiment de la qualité. Quelles étaient les réponses du marché par rapport à Enki Invest? Qu'est-ce que t'as entendu par rapport à ça? En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie recherche, en tout cas, des gens de s'émanciper un petit peu sur le milieu de l'investissement. Donc, je pense que tout le monde est un petit peu en recherche de nouvelles solutions d'investissement, de s'éduquer financièrement, et aussi, surtout, que leur investissement ait un impact. Donc, finalement, de se dire, si j'investis dans quelque chose, autant que ça a un impact positif. Et donc, nous, on a été vraiment agréablement surpris par l'impact que ça a eu, justement, de par ce fait-là. Donc on a commencé ça il y a à peu près 6 mois aujourd'hui. Ça a été très lent au début, en tout cas trop lent pour moi, mais bon, ça c'est un peu ma déformation professionnelle, on va dire. Mais voilà, au bout de quelques mois, aujourd'hui, on arrive à financer entre 3 à 500 000 euros donc de levée sur la plateforme, et ça fait que 6 mois. Vous avez combien d'investisseurs aujourd'hui sur la plateforme? 1500 aujourd'hui. C'est énorme. Ouais. 6 mois. Ok, donc c'est même accessible avec des petits montants. Ouais, à partir de 500 euros, et donc en termes de rendement, on propose du 6 à 8,5%. Et donc ce qu'on a vraiment senti, surtout, c'était l'engagement très fort de la communauté. Parce qu'en fait, on a créé un petit club deal pour les investisseurs qui mettent des plus gros tickets. Et donc on a commencé à entamer des conversations avec eux, et où ils nous disent, en fait, nous, on adore le projet, on croit dans la mission, on comprend en fait le sous-jacent en fait de l'investissement. Et du coup, d'eux-mêmes, ils nous ont dit, en fait, est-ce que à un moment donné, vous souhaitez pas ouvrir le capital, etc., parce que ça peut nous intéresser, quoi. Et c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, en fait, il y a une vraie dimension communautaire, et du coup, on a vraiment envie d'exploiter davantage ce côté communautaire, quoi. Je dirais, d'un point de vue branding, moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est que les investisseurs, ils investissent moins dans le projet de mobilier que tu vas placer chez des gens, mais plus dans Enki et ce que Enki représente. Et puis, par proxy, ils investissent dans un projet, mais peu importe lequel c'est. Exactement. Et donc, du coup, ça nous a amené à ouvrir une campagne de crowdfunding, de se dire, en fait, pourquoi pas aller dans cette direction, et de se dire, plutôt que de lever de l'argent de manière un peu traditionnelle auprès des VC, auprès de BA et ainsi de suite, on s'est dit, pourquoi pas l'ouvrir à notre communauté, voir un peu ce que ça donne, vu qu'on sent cet engagement très fort. Et on est très content finalement d'avoir fait ce choix-là. Vu que ça avance plutôt bien. Quelle est l'ambition? Combien tu aimerais lever grâce au crowdfunding et où vous êtes aujourd'hui? Ouais, ici on aimerait bien lever autour des 1 million, 1,5 million, donc voilà, et on est déjà à 500 000 euros après un petit mois d'ouverture officielle de la campagne. Okay. Donc ça se passe plutôt pas mal, les feedbacks sont très positifs, et à nouveau ça nous fait vraiment voir cette dimension communautaire, parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs aujourd'hui
aujourd'hui qui commencent à nous ramener des projets aussi. Ah oui. Et donc c'est dire en fait qu'il n'y a pas que l'aspect financier, mais il y a aussi cet aspect de dire, en bâtissant une communauté, en fait, on bâtit aussi indirectement des ambassadeurs du projet qui vont à un moment donné participer à justement l'évangélisation du projet, parce que voilà, une des particularités chez Enki, et ça vous le savez, c'est quand même le fait que on vient assez radicalement changer une manière de faire qui est ancrée. Et je trouve que ça, c'est un des challenges qu'on a chez Enki, qui est de dire, en fait, on est tellement habitué à acheter le mobilier, alors qu'on le fait pas avec d'autres choses, que la difficulté, je pense, c'est de déconstruire un peu cet automatisme qu'on a, et de se dire, finalement, il y a d'autres façons de faire qui peuvent être plus vertueuses à tous les niveaux, quoi. Et quel est l'argument le plus convaincant pour tes clients? Donc, quand ils choisissent le furniture as a service, clairement, ils ont peut-être l'habitude avec leur voiture, avec d'autres choses qui vont faire un leasing. Quel est l'élément déclencheur qui disent, OK, oui, ça fait sens pour nous, on l'a besoin? Je pense qu'aujourd'hui, le premier argument reste quand même l'argument financier. Parce que forcément, je veux dire, au lieu de, d'investir, nous, on a des cas de figure où, le mobilier, ça vaudrait 100 000 euros facilement. Et, les clients vont payer autour de 1000, 1500 euros. Donc, du coup, ça fait quand même tomber très fort le budget. En plus, de l'autre côté, t'as parfois, quand t'aménages un nouvel espace, t'as des travaux, t'as plein de frais qui souvent débordent. Et donc, du coup, c'est vraiment un aspect qui est important. Après, il y a tout l'aspect flexibilité que les gens voient pas tout de suite, mais de fait de se dire, en fait, je suis pas vraiment lié à mon mobilier. Je crois que c'est surtout quand on a déjà vécu le cas où tu changes de plan et du coup tu te retrouves avec du mobilier que tu dois commencer à t'amuser à revendre et ainsi de suite. Et là c'est compliqué. Et donc là les gens qui ont déjà vécu ça, ils se rendent compte, ok, j'ai pas envie d'être dans cette situation. Et puis il y a évidemment l'aspect quand même de circularité, etc. Puisque nous on source quand même notre mobilier de manière soigneuse, à choisir des fournisseurs locaux qui ont aussi dans leur dynamique une volonté en tout cas de produire des produits durables et de respecter un certain nombre de critères au niveau sustainability. Et donc faire le choix en tout cas d'Enki, c'est aussi faire un choix, je dirais, plus circulaire, quoi. D'ailleurs Enki ça veut dire circulaire. Exactement. Oui, en parlant de ça, donc clairement, dans les derniers mois, on s'est engagé dans un processus de rebranding, de clarifier Enki ce que c'est et où on va, et aussi accompagner ça avec une identité visuelle. C'est ce sens derrière qui nous a vraiment inspiré. Et je savais que tu avais quelques questions par rapport à ça. On a effectivement là vient d'évoquer Enki qui veut dire circularité ou circulaire en grec ancien, on va dire, mais on a aussi cherché à le représenter dans l'identité visuelle. Peut-être par rapport au process, parce que je sais qu'on a fait une sorte de process d'exploration pour revenir aux sources avec The Future of Furniture. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur ton expérience? Comment est-ce que au final ça a accroché ça plus qu'autre chose? Ouais. Ce qu'on s'est toujours dit en tout cas, c'est que Enki c'est pas un projet où on pense court terme, donc on a vraiment l'intention de changer une industrie. En fait, on pense vraiment que le mobilier, la solution par abonnement est une vraie solution qui peut s'installer durablement et vraiment profondément dans nos habitudes de consommation, pour toutes les raisons qu'on a déjà citées. Parce que voilà, on le sait, c'est un marché qui est, qui consomme énormément de matières premières, qui qui génère énormément de déchets. Il y a très peu de recyclage, et on sait que toute la société, toutes les industries, doivent évoluer, quoi. Je veux dire, c'est plus un choix. Et donc, on sait que pour nous, c'est un projet qui a, du coup, un horizon temps assez long et qui a vraiment pour objectif de transformer une industrie. Et de l'autre côté, on se dit que c'est le type de projet qui nécessite aussi un engagement et une compréhension, en tout cas, de la communauté, donc vraiment d'engager une communauté, et c'est ce qu'on fait aussi avec cette partie investissement. Et donc on s'est dit qu'au niveau du branding et du message qu'on envoie, que c'était vraiment important de pouvoir toucher à ces valeurs, de pouvoir en fait faire ressentir tout ça à notre communauté à travers les mots, donc dans ce qu'on explique et dans la manière dont on le fait, donc le tone of voice et tout ça, mais aussi dans l'image et dans ce à quoi on va faire un clin d'œil, et d'où en fait ce clin d'œil rétro. Et donc moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce processus, c'est que vous avez vraiment pris le temps d'approfondir ça, de comprendre que
derrière le projet, il y a une vraie mission, il y a une vraie vision, il y a une vraie volonté, en tout cas, de faire ces changements. Oui. Et je pense que le fait d'avoir creusé là-dedans, d'avoir pris le temps de comprendre et que vous ayez eu la possibilité de vous approprier en fait ces éléments-là, je pense que c'est ce qui a donné un résultat aussi qualitatif qu'on l'a obtenu aujourd'hui, parce qu'en fait ça vous permet de toucher juste, en fait, de dire en fait on a compris ce qu'ils veulent faire, on comprend l'ambition, et du coup grâce à ça on arrive vraiment à aligner les éléments pour faire en sorte que le résultat parle de lui-même, quoi. Je me souviens, quand on a commencé à discuter un petit peu sur le projet, il y avait pas encore l'ouverture de la seconde main, c'était pas encore quelque chose d'acquis, c'était un projet qui était un peu en anglais on the back burner, tu vois, on gardait un petit peu comme ça. Il y avait des gens dans l'équipe qui disent on sait que ça arrive, on n'est pas tout à fait au courant. Et puis je sais qu'on a eu cette discussion et je me rappelle, parce que moi c'est une discussion qui avait résonné beaucoup. D'un côté, il a pleuré toute la soirée après tellement que c'est là. D'un côté, il y avait cet effet circularité et le besoin de parler aussi, mais sans tomber dans le greenwashing, le côté sustainable avant concret, tout, quoi. de se dire oui, il y a 11 à 12 millions de tonnes de déchets annuels, ça fait 45 millions de Juste pièces pour de l'Europe, mobilier dans les décharges, et 3-4% maximum sont recyclés. Ça, c'était déjà très fort sur le pourquoi est-ce qu'il fallait bien sourcer son mobilier, pourquoi est-ce qu'il fallait entrer dans un système circulaire. Mais après, derrière, il y avait toute cette volonté de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est faire changer des habitudes de consommation. Ça restait quand même le plus gros challenge. Comme tu dis, tout le monde veut posséder son mobilier. Et de le faire, on avait parlé du bâton et de la carotte. Tu te rappelles, on s'était dit, en fait, ce qu'il faut, c'est juste rendre un modèle sexy et désirable pour que les gens y adhèrent en se disant, en fait, pour qu'ils puissent voir au-delà de la première contrainte qui est, je vais pas posséder mon mobilier, c'est quoi cette histoire? Et puis, en fait, il faut le rendre suffisamment sexy pour qu'ils se posent la question, et une fois qu'ils ont le doigt dans l'engrenage, tout fait sens. Et c'était ça que je trouvais intéressant dans la recherche, et ça a amené dans le, enfin, tu l'as dit, ce côté rétro timeless, c'était cet effet. En fait, pour amener, et ça c'est vraiment le point de vue branding, ce côté rassurant, en plus du message, en plus du business, d'aller chercher un rétro timeless, en fait, c'est presque dans le langage visuel, les gens se disent, mais j'ai l'impression que je connais ce logo. J'ai l'impression que je connais cette identité. Un peu comme des Vitra ou quoi, où tu revois des identités qui ont été faites dans les années 60, 80, etc., et tu te dis, attends, elles ont perduré jusqu'ici. Et c'était le point de départ de la réflexion, et je trouvais que c'était, c'est cool que tu le prennes comme ça rend justice à la mission de rester dans le temps, the future of furniture. Tant qu'on est dans les souvenirs, je veux aussi partager un souvenir. Moi, honnêtement, t'as été, je pense, cette année, peut-être pour tout le monde, mais je parlerai à mon niveau, t'as été peut-être la plus belle rencontre en termes d'entrepreneur inspirant, parce que tellement aligné avec la vision que tu as et ce que tu as envie d'accomplir avec Enki. Ça, déjà, pour nous, c'était un strike en se disant, OK, il faut bosser avec Aïssa. Mais je sais pas si tu te rappelles, la première fois où on a vraiment parlé d'Enki, c'était quand on rentrait d'une région autour de Paris, car on s'est rencontrés à travers un projet dont on ne peut pas parler, pas encore en tout cas. Et dans la voiture, on a parlé pendant 1 heure de Enki. C'est la première fois qu'on discutait d'Enki, et je me rappelle, il y a vraiment un truc qui m'a hit. En fait, tu m'as dit, je veux créer un monde où tout le monde gagne. Ouais. Et en parlant de Enki et de tout le projet, et là je me suis dit, mais en fait, il est en train de créer un nouveau écosystème, parce qu'il suffit pas juste de dire on va faire du leasing de meubles, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui d'acteurs qui font du leasing de meubles, mais c'est beaucoup plus complexe. Et moi, ce qui fait que je crois vraiment en Enki, et que Enki a le potentiel de devenir une putain d'unicorne, c'est que tu as réussi à amener cette dimension avec My Enki Invest. Ouais. Et moi, j'aimerais que tu expliques un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'il y a derrière je veux créer un monde où tout le monde gagne. Parce que ça, c'est ce qui m'avait, et je pense pour tout le monde ici autour de la table, c'est ce qui était le plus puissant, en fait, dans nos premières discussions. Je pense que c'est un peu, et merci beaucoup pour ce commentaire, en tout cas, ça fait plaisir. Mais en tout cas, Olivier Ramel, tu es aussi inspirant, mais en tout cas, la rencontre a été vraiment depuis le début une rencontre extraordinaire avec vous, donc ça c'est sûr. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que quelque part, c'est un peu comme ce qu'a dit
notre ami Yael, sur la question de clarté, de seconde main et de finalement ce que les gens veulent chercher. Donc l'histoire de la carotte et de la punition, c'est vrai qu'aujourd'hui sur les aspects de circularité, de mieux consommer, on est quand même dans une tendance qui est parfois assez punitive. Ouais. Là où moi, j'essaye effectivement de créer un système, comme tu le dis, où tout le monde gagne, où en fait l'idée c'est de se dire, les gens, ce qu'ils recherchent en fait, c'est de la facilité, la convenience, c'est un prix, c'est un beau produit, c'est une expérience, et donc je pense que la manière d'approcher ça, c'est en créant quelque chose qui finalement, de par ce qu'il t'apporte comme added value, fasse que tu l'adoptes instantanément, que c'est irrésistible et que tu as juste envie d'y aller, quoi. Ouais. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment une manière saine d'approcher. Voilà, de nouveau, on n'est pas là en mode on va faire du greenwashing tout le temps, dire que c'est green. Non, on va créer un produit qui est tellement irrésistible qu'en fait, tout le monde va l'adopter simplement. Parce qu'il est bien, en fait. Exactement. Ouais, mais la métaphore qu'on avait dit quand on en avait discuté, c'était tu peux décider de pourrir la mobilité dans le centre de Bruxelles, Voilà. Histoire de dissuader les gens de venir en voiture, ou créer des alternatives tellement bonnes que les gens vont être motivés à déposer leur voiture et puis prendre un métro toutes les 3 minutes ou j'en sais rien, avec vraiment toutes les facilités. Tu choisis l'un ou l'autre, et c'est vrai que de le rendre désirable et avec toutes les propositions, c'est facile, c'est flexible, c'est pas cher, etc. Et c'est qualitatif, et c'est design. Tout ça, c'est des options qui rendent le modèle difficile. Là, maintenant, tu penses que tu as encore une barrière à l'adoption du modèle Enki? Ce serait quoi la prochaine grosse étape? Ouais. Je vais peut-être juste terminer sur ce que je disais, pas de souci. Et donc, l'idée, c'était de se dire, en fait, dans cette dynamique un peu de finalement faciliter l'adoption ou d'utiliser plus la carotte que le côté punitif, c'est de se dire comment en fait dans un écosystème on arrive à observer un petit peu des intérêts qui se rejoignent, puisque il y a cette dimension-là, la dimension qu'on vient d'expliquer sur comment la consommation évolue, comment les besoins de flexibilité, de facilité, d'accessibilité évolue. De l'autre côté, on a la partie invest dont parlait Sydney, donc qui effectivement, de l'autre côté, il y a plein de gens qui cherchent à investir mieux leur épargne, ainsi de suite. Une autre partie dont on n'a pas parlé, il y a la partie des architectes, des designers d'intérieur. Par exemple, nous, on a fait le choix assez bold, on va dire, de dire, en fait, on n'internalisera jamais le fait d'avoir des designers d'intérieur ou des architectes, parce qu'on veut pas se mettre en porte-à-faux, on veut pas en fait devenir en fait une machine qui dévore un marché et qui casse tout sur son chemin. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que on a cette mentalité de dire on veut créer effectivement un monde où tout le monde gagne et où en fait on crée des synergies entre différents acteurs. Donc on a à la fois le marché, la circularité, c'est un composant c'est une dynamique. De l'autre côté, on a aujourd'hui plein de talents, des architectes, des designers d'intérieur, etc., qui veulent aussi eux contribuer à avoir plus de circularité dans leurs projets, ainsi de suite. Et puis on a les investisseurs, quoi. Et donc du coup, on arrive en fait à composer avec tout cet écosystème et de créer un écosystème vertueux où tout le monde gagne. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, notre optique et nos valeurs profondes chez Enki. Et je pense que c'est ça qui résonne beaucoup. Est-ce que les gens comprennent la puissance quand tu leur expliques ça ou pas? Est-ce que c'est clair pour eux? Moi, je crois, et je suis quelqu'un d'optimiste par nature, mais je pense que là, il y a vraiment des raisons d'être optimiste. Je pense qu'on est au tout début de quelque chose qui va vraiment être révolutionnaire, et c'est surtout la dynamique des investisseurs qui me le montre. Bien sûr, aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à communiquer autour de notre campagne et ainsi de suite, on a aussi les demandes qui explosent littéralement. Et donc donc aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est de dire, aujourd'hui, je pense que les gens ne se rendent pas encore compte de la révolution que ça peut devenir, à la fois sur, je pense, comment on consomme les choses, et il y a le mobilier aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plein de secteurs qui vont suivre aussi, et sur la partie investissement aussi. Moi, je pense qu'on est aussi en train de créer une petite révolution au niveau de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, on a les systèmes qui existent depuis longtemps, les exits traditionnels pour les boîtes, c'est être vendu très cher ou aller en bourse et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, on observe quand même une dynamique où beaucoup de boîtes veulent rester privées, veulent avoir en fait veulent créer leur écosystème, veulent avoir des gens qui sont plus engagés dans le projet.
Et en fait, moi, aujourd'hui, quand je vois ce qu'on a été capable de faire en moins de 6 mois, les montants qu'on a réussi à lever avec le peu de notoriété qu'on avait déjà bâti avant, parce qu'en fait, on n'a jamais trop communiqué, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être si on fait ça à une échelle européenne, voire mondiale, dans 2 ans, en fait, je pense qu'on est, enfin, je veux dire, on fait x20, x50 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et donc, je pense que non, aujourd'hui, les gens réalisent pas encore. Mais dans 2 ans, on s'en reparlera et je crois que, ce sera très intéressant de revenir sur ces moments. Et de nouveau, c'est aussi pour ça qu'on a voulu aujourd'hui faire ce travail de se dire, on va se poser, on va en fait bien définir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi en fait les choses qu'on veut dire et qu'on veut communiquer, et comment est-ce qu'on peut de la meilleure manière possible les exprimer, quoi. Et je pense que c'est vraiment dans ce travail-là que vous nous avez accompagnés, et je pense que l'impact va être phénoménal, quoi. Oui, une des valeurs qu'on a définies ensemble, qu'on n'a pas défini, qu'on a observé et qu'on a articulé, qui transpirait chez vous, quoi. Tu vois, c'était le dare to do big things. Et c'est exactement ce que tu dis maintenant. C'est clair que les ambitions sont aussi très très grandes et on est convaincu que ça se passera. Peut-être pour lier ça au levée de fonds que vous faites aujourd'hui, le crowdfunding, c'est à ça que va servir l'argent? C'est pour grandir et parler plus de vous? Ouais, alors il y a une chose importante, c'est comme l'a dit Yael, donc on a commencé par le mobilier par abonnement, dans cette idée que voilà l'abonnement amène plein d'avantages que j'ai cités avant. Nous on est convaincus que c'est l'avenir. Maintenant, en rétrospective, j'ai l'impression qu'on a commencé par quelque chose qui est le futur, on va dire 2.0 de ce qu'on veut faire, et qu'en fait il y a peut-être une étape avant qui peut permettre d'accélérer les choses. Aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui font de l'abonnement, du leasing, mais qui est plus assimilé à du financement. Donc vraiment le vrai as a service, en tout cas, c'est pas un marché qui est encore très développé. Et je pense que l'effort pour le développer va être conséquent. Donc il va falloir communiquer beaucoup et ainsi de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de concurrents. Donc ça veut dire qu'il faut évangéliser, il faut en parler. Et ça, comme on le sait dans la littérature un peu de marketing, c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et parfois il y a une boîte qui s'y met pendant 5 ans, qui fait plein d'efforts et puis finalement qui arrive à bout de souffle. Et puis c'est d'autres qui profitent de ça. Évidemment, nous on veut pas être dans cet aspect-là. On a un petit peu une mentalité aussi, on parle beaucoup de hacking et de hackers, etc. Donc on aime bien aussi trouver des hacks pour accélérer des choses et tout. Et on a observé une chose, c'est que autant le mobilier par abonnement, on sent que c'est encore nouveau et ça va avoir encore besoin d'un peu de temps avant d'avoir une adoption massive. Par contre, le mobilier de seconde main, aujourd'hui, on voit que c'est un marché qui est en évolution et en croissance incroyable. Et surtout au niveau du B2B, où on observe une vraie différence entre le mobilier de seconde main B2B par rapport même au B2C. Et donc par rapport au neuf, aujourd'hui, le mobilier B2B est en croissance donc de 300%, donc 3 fois plus que la croissance du marché du neuf. Et donc ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'en fait, il y a une vraie volonté des entreprises aujourd'hui d'acheter du mobilier de seconde main. C'est notamment dû à des restrictions de plus en plus importantes au niveau réglementaire et ainsi de suite. Il y a aussi évidemment la conscience, je pense que les gens des nouvelles générations, les jeunes designers et tout, ils ont envie évidemment d'aller dans cette direction. Mais on a constaté, nous, que c'est un marché aussi qui est encore très peu mature, dans le sens que aujourd'hui, il y a beaucoup de très petits acteurs qui ne proposent pas vraiment un large choix ou en tout cas c'est du seconde main et tu vas acheter 4 chaises dépareillées. En gros, je pense que c'est vraiment laborieux aujourd'hui pour une entreprise de trouver, de meubler un espace complet en seconde main. Donc du coup, on ne le fait pas assez. Si t'as 30 mètres carrés, oui, mais si t'as un plateau de 500 mètres carrés, il faut être réaliste. Voilà. Mais donc, nous, on pense qu'on est vraiment bien positionné pour pouvoir devenir un leader sur ce segment. Et donc, le but d'Enki aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, on a déjà plein de connaissances du marché, on indirectement, on répare déjà, ou en tout cas, on reconditionne déjà du mobilier qui a été loué à d'autres clients et ainsi de suite.
Et donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller un step plus loin et on veut développer vraiment une offre de reconditionné qui va vraiment répondre à ces besoins. Donc, de dire, on a un large choix, on a des garanties, un SAV, un truc qui est vraiment pertinent et qui peut servir pour des gros projets. Et la manière dont on veut l'approcher, c'est qu'on veut acheter nous-mêmes ce mobilier. Donc, grâce notamment à la force de notre modèle d'investissement où on peut financer des stocks, voilà. On veut pouvoir le reconditionner nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, voilà, on est ouvert à plein de partenariats, mais on sent quand même que c'est pas évident. Il y a pas beaucoup de reconditionneurs. Et s'il y en a, qui n'hésitent pas à nous contacter. Faut y aller la caméra là. Ouais, voilà. Mais donc voilà. Donc pour nous, en fait, ça c'est une étape importante qui, je pense, va avoir un impact conséquent dans le fait que c'est une ligne business supplémentaire. Donc clairement, on peut vraiment développer ça. Mais en plus, je pense que ça va accélérer l'adoption de notre modèle actuel, quoi. De dire, en fait, les gens aujourd'hui cherchent déjà du mobilier de seconde main, vont forcément nous chercher sur Internet et autres, vont tomber sur nous. Et puis là, on va leur dire, en fait, vous pouvez acheter du mobilier de seconde main, en tout cas reconditionné, puisque nous, le but, c'est qu'il soit reconditionné. Mais en plus, vous pouvez aller plus loin. Et vous pouvez aller sur une solution d'abonnement. Et donc, c'est pour faire un peu ce move-là qu'on s'est dit, on a besoin d'un peu de capital, parce que techniquement, on n'est pas une entreprise qui est très gourmande en capitaux, grâce justement à notre modèle de financement qui fait qu'au niveau cash flow, en fait, on est cash flow positif parce que chaque fois qu'on vend un projet, il est financé. Donc du coup, nous, ça nous permet de financer notre croissance. Donc on a une capacité d'autofinancement qui est importante. Et du coup, on s'est dit, voilà, en fait, c'est l'occasion de se dire, on va aller un pas plus loin. On a un engagement fort de la communauté. Pourquoi pas ouvrir un crowdfunding d'un montant qui, par rapport à la taille de la boîte aujourd'hui, n'est pas vraiment conséquent, et de donner la chance justement de ceux qui veulent vraiment participer plus loin, de nous rejoindre, quoi. Et de gagner aussi. Et voilà, et de gagner. Et c'est là où on se dit, en fait, ça peut être une vraie innovation à nouveau, ça peut être une vraie forme d'engagement. On donne du coup des avantages à tous ceux qui investissent dans le crowdfunding, d'avoir par exemple des réductions sur nos produits, et toutes ces choses là, quoi. Donc on pense que c'est ultra vertueux et on voit les résultats aujourd'hui. Donc on est très content d'avoir fait ce choix là. Mais ça a été un maître mot de la collaboration. C'est comment est-ce qu'on peut exprimer ce cercle vertueux. C'est d'ailleurs été une sorte de jeu de mots, Antonovois, circularité, virtuous circle, et tu peux vraiment construire là-dessus, mais c'est vraiment ce que tu dis est très juste. Et la première démarche qui était Furniture as a Service, c'est changer carrément un modèle de consommation pour arriver de l'état actuel du monde à un changement, un futur of the furniture. Il doit y avoir un process d'adoption et toutes les tactiques sont bonnes. Je pense que ça nous a séduit aussi quand on en discutait, cette notion de on va pivoter aussi dans la circularité parce qu'il faut pas être bête. Il y a des législations européennes, il y a des demandes du public parce qu'on devient de plus en plus éco-conscient aussi. Et donc le momentum est le bon. Et là, de prendre un rôle leader ou pionnier de Furniture as a Service, que quand vous avez lancé, on n'a pas beaucoup discuté, mais il y avait pas beaucoup de modèles comme ça n'existait pas vraiment. Donc pionnier là-dedans, et maintenant vraiment de lead un mouvement pour rassembler peut-être aussi, ou donner un exemple à tous ces petits acteurs qui font peut-être du mobilier pour 30 mètres carrés, mais pas pour 500 mètres carrés en seconde main, et de montrer qu'à échelle, on peut y arriver aussi. Donc ça, c'est vraiment un des gros pivots que Enki est en train de faire maintenant, et c'est toujours au service de la même chose. Et ça, c'est Oui, ça change pas la vision, ça change pas la mission, c'est juste que c'est, on va dire, un chemin en plus qu'on prend et qui finalement fait beaucoup de sens pour nous, parce qu'on se dit aussi que c'est en créant, en fait, ce moteur un petit peu de reconditionnement, d'être capable aussi au niveau de la logistique, au niveau, parce que finalement, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Sydney, c'est pas, enfin, je veux dire, réussir vraiment dans ce secteur, je pense, c'est pas uniquement prendre un produit et dire, en fait, je vais diviser, je vais te faire un leasing, je vais diviser le prix par X. C'est pas ça. Non. Pour vraiment craquer le marché, nous, ce qu'on a compris, c'est que, il fallait vraiment faire durer les produits. Donc, ça veut dire qu'il faut, déjà, au niveau du sourcing, comprendre les produits qu'on achète, faire en sorte que ces produits-là, on puisse les réparer facilement, on puisse les faire évoluer, et donc les faire durer le plus longtemps, pour que, du coup, en fait, ça ne coûte plus rien aux clients. Dans le sens que si son produit, nous, on est capable de le faire durer 20, 25 ans, même s'il le loue 5 ans, ça va peut-être lui coûter 1/5 du prix en termes d'amortissement, et voire même moins, parce qu'il n'est pas impossible qu'à même au bout de 25 ans, on revalorise encore le mobilier. Si derrière, on est capable, du coup, donc ça veut dire que dans ce cas-là, le seul coût réel,
c'est la logistique et c'est l'usage. Donc c'est le fait que quand on récupère le meuble, il va falloir un petit peu le reponcer et ainsi de suite. Et donc là, je pense qu'on est capable de créer un modèle qui va vraiment défier toute concurrence, dans le sens que tu vas dire, au lieu d'acheter en fait un produit issu du fast fashion qui va peut-être me coûter, je sais pas, je prends une table qui va me coûter 200 €, et mais qu'au bout de 2-3 ans en fait tu vas avoir des soucis avec, comparé à ça tu dis en fait non, je peux avoir une table qui vaut genre 3-4 000 €, mais en fait je l'ai pour je sais pas 10-15 € par mois quoi. Et donc là du coup il y a plus de sujet, parce que le sujet il est quand tu te dis en leasing, ok, mais bon, si la table coûte 3-4 000 €, en leasing ça va quand même me coûter 100-150 € par mois, parce que in fine au bout du compte je dois avoir payé ma table au bout des 4-5 ans. Voilà. Et c'est là où nous on pense qu'on peut vraiment craquer le marché, et c'est là où on se dit en fait détenir la capacité, un peu le moteur qui va nous permettre de faire ça, donc vraiment optimiser la logistique, prendre un produit, le réparer avec des coûts maîtrisés et ainsi de suite, en fait c'est ça qui va être le moteur. Et une garantie aussi, genre de qualité, ce côté nearly new, c'est pas... Exactement, et je pense que c'est là où on peut vraiment faire la différence, et c'est là où du coup ça amène de la complexité au projet. Mais c'est une complexité que nous on embrasse vraiment en se disant en fait c'est le futur, c'est ça qui va nous permettre d'être puissants sur ce marché. Aujourd'hui voilà, on dit souvent il vaut mieux être light et ainsi de suite. Oui, je suis d'accord, dans pas mal d'industries c'est vrai, mais parfois faire un choix opposé, ça peut être une stratégie. Amazon aujourd'hui, s'ils sont là où ils sont, c'est parce qu'ils maîtrisent leur logistique quoi. Amazon c'est une logistic company. Voilà, donc c'est un peu cette optique-là. Mais on en avait discuté, ce qui nous avait marqué quand on est rentré un peu avec Nemesis dans l'univers Enki, c'était que tu as créé en fait des nouvelles routes. Parce que comme tu le disais, il suffit pas de prendre des meubles et de commencer à faire du leasing avec, parce que là il fallait recréer tout un écosystème, tout un nouveau système qui allait soutenir cette vision que vous aviez avec Enki pour que ça marche. Rien que le fait d'avoir amené toi ton expertise du passé dans le financement, c'est ça qui a fait que tu as pu en fait amener la dernière pièce qui manquait au puzzle pour que ça pète et que ça soit viable. Parce qu'aujourd'hui, tous les concurrents aujourd'hui, ils sont comme des drogués qui ont besoin de fonds. Tu vois, parce que le problème avec le core business actuel, c'est tu vas acheter des meubles chez des créateurs de meubles. Mais le truc, c'est que toi, tu payes avec ta boîte instantanément le meuble, évidemment, parce qu'eux, ils vont pas changer leur manière de bosser. Et après, tu le lises. Ça veut dire que si tu n'as pas Making Invest dans l'équation, t'as un trou dans ta trésorerie de malade en fait, et qui ne fait que grossir et qui est impossible à rattraper. Et c'est ça nous on était tous là, on s'est dit quand on a capté ça, quand on a mis les doigts dedans dans Enki, on s'est dit mais putain il est en train de faire un truc de fou en fait. Ça il a craqué le truc. Et pour nous c'est ce qui nous avait marqué vraiment. En fait peut-être qu'on parle d'ubérisation de certaines industries, peut-être que demain on parlera d'enkisation de certaines industries, c'est-à-dire faire un modèle et trouver son propre financement adjacent, et toutes les industries qui pourraient rajouter de l'autofinancement et de la communauté. Ça peut être moi c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un petit livre blanc qu'on va partager à la communauté, juste pour partager nos expériences. Il n'est pas un petit livre, dit que c'est un livre de fou. Ouais, mais c'est pas beaucoup de pages, c'est un truc très condensé, très résumé. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, en fait, si ça peut profiter à d'autres et si on peut partager notre expérience, voilà. Donc on est vraiment aussi dans cette optique de partage. Mais oui, pour nous, c'est un vrai moteur, c'est une vraie évolution, je pense qu'on va connaître dans d'autres industries, d'intégrer vraiment ce modèle de financement différenciateur, vraiment imbriqué. Dans ton business model, quoi. Je crois que beaucoup de business models peuvent en profiter et tout le monde est gagnant dans cette équation. C'est un diagramme de Venn, quoi. C'est pas juste un système de financement à côté détaché. Là, c'est vraiment un système de financement, un business et un modèle, et même du coup une communauté, et à côté de ça même des partenaires, parce que là on a parlé de communauté, mais aussi tous les gens dont tu peux fournir le mobilier, eux aussi du coup ils voient la virtuosité du modèle et ils savent à quoi ils s'associent. Et donc du coup le succès il est entre tout. Totalement. Et c'est ça qui est dingue. On a longuement travaillé sur la vision de Future of Furniture, qui a une ambition, une vraie vision qui peut faire peur aussi. C'est quand même, ça met la barre haute. Mais dans tout ce que tu viens de dire aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, c'est exactement ça que tu fais. Donc le deuxième main, ça fait tellement sens quand on réfléchit de Future of Furniture. Même chose pour
long leasing time, c'est une durée de vie beaucoup plus longue, etc. De quelle façon est-ce que tu utilises aujourd'hui cette vision comme prisme pour prendre des choix au quotidien? Parce qu'on a fini cet exercice il y a quelques mois. J'imagine qu'il y a plein de débats qui ont monté, des problèmes au sein de la boîte dans la croissance. Est-ce que tu utilises ça consciemment? Est-ce que tu dis, OK, comment est-ce que j'avance avec ça? Bah, je pense que j'ai toujours, même par le passé, je pense que je suis quelqu'un qui est assez motivé par des projets qui apportent une vraie valeur ajoutée. Je pense que indirectement, j'aime bien la complexité aussi. Bon, parfois c'est bien, mais bon, ça peut donner parfois des maux de tête. Mais bon, j'assume. Mais je pense que non, en vérité, pour répondre à ta question, je pense que l'idée, c'est de se dire, finalement, on est dans une mécanique long terme. Donc moi, c'est-à-dire que je me suis toujours fixé, en fait, j'ai toujours eu une vision assez long terme des choses. Et donc aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que je vais pas, en fait, mettre en danger le long terme où je le vois exister, je vois, en fait, ce modèle adopté par des millions et des milliards et ainsi de suite. Et donc, les décisions que je prends aujourd'hui vont toujours dans la direction, en fait, de cette vision, même parfois si c'est au péril, ou en tout cas au détriment de quick win court terme. Et je pense que ça, c'est hyper important quand on est vraiment engagé dans un projet. D'ailleurs, on reçoit même aujourd'hui des propositions de revente d'Enki. Pour moi, à ce stade-ci, ça fait aucun sens. Et même, honnêtement, je construis pas Enki en me disant je vais la vendre dans 5 ans, parce que voilà, on va me la racheter 200 millions et je vais être riche et ainsi de suite. Honnêtement, ça me fait rien, quoi, ce genre de choses. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand on veut vraiment faire un projet qui change les choses, qu'on a une vision, qu'on a des valeurs claires et clés, bah, il faut se tenir à ça, quoi. Il faut pas se laisser tenter par des décisions, comme recruter, c'est comme dans le recrutement. Je pense que on le sait tous, avoir vraiment des gens engagés dans ta vision, dans ta mission, et donc construire ton équipe, c'est quelque chose où il faut pas tergiverser, il faut vraiment prendre le temps. Il vaut mieux se passer d'un candidat moyen pour vraiment avoir les meilleurs candidats. Bah, je pense que en business, quand tu veux construire quelque chose de grand, bah, il faut l'appliquer dans chaque décision que tu prends, quoi, et de dire est-ce que finalement donc je pense qu'il faut être vrai et authentique avec sa vision et sa mission. Et si demain on a un projet alléchant mais qui va à l'encontre de notre vision et de ce qu'on veut faire, bah on le fera pas, quoi. Il faut savoir dire non, quoi. Exactement. Et tant qu'on est dans cet exercice de la vision de penser long terme, tout le monde connaît Ikea aujourd'hui, Enki pas encore. Est-ce que tu vois Enki un jour, avec tout ce que tu es en train de créer, arriver sur le marché B2C dans un futur? Oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, même au niveau B2C, il y a une vraie évolution. Je veux dire, les gens sont de plus en plus occupés, les gens bougent de plus en plus, donc les gens sont pas, les gens vont vivre, quelques années ici. Les stades de vie font qu'on évolue, les besoins donc évoluent au niveau du mobilier. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup, le marché quand même des biens meublés a quand même fort grossi. De nouveau pour cette question de facilité, de flexibilité, mais on le sait aujourd'hui, voilà, quand tu loues un appart meublé, ça te correspond pas forcément. Le mobilier, il est pas toujours de qualité parce que les gens qui investissent là-dedans, ils veulent pas mettre des trucs machin. Et donc je pense qu'à un moment donné, ça va devenir quelque chose aussi valable pour un segment évidemment du marché B2C. Je pense qu'il y a toujours des achats qu'on fera avec le cœur en se disant en fait j'achète ce meuble un peu plus comme une œuvre d'art ou comme une création que vraiment comme un outil ou quelque chose de fonctionnel. Par contre, je pense que quand même 60 à 80% des besoins mobiliers dans la vie de tous les jours restent fonctionnels, et je pense qu'on peut clairement apporter cette dimension. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est focus sur le B2B? C'est parce qu'on se dit que il y a tellement à faire là-dedans et que pour nous, c'est déjà une première étape à craquer, que la logistique et tout ce que va demander le marché B2C va encore plus loin dans la complexité, et parce que on est sur beaucoup de petits projets, et donc je pense que c'est une étape pour nous logique qu'on franchira en temps voulu une fois que on aura établi ces choses-là, parce que pour nous on veut pas évidemment, la qualité et le service, l'expérience, c'est ce qu'on offre, et donc on doit être excellent là-dedans, quoi. Oui, ça fait tout à fait sens. Après il y a toujours si l'ambition c'est de changer le modèle de consommation et toutes les étapes pour y arriver, il peut y avoir
d'abord en B2C, achat circulaire avec une même garantie qu'on peut récupérer, et du coup tu fais des passes entre le B2B et le B2C en fonction du type de mobilier, et t'es pas tout de suite dans du furniture as a service à complètement changer les modèles des familles et des choses comme ça, mais où les gens peuvent encore avoir le sentiment de j'achète des chaises, j'achète des choses, mais avec du coup ce sentiment de sécurité de tout ce que Enki sera devenu aussi dans cette capacité à refurbish et puis redistribuer la logistique dont on parlait juste avant. On le fait déjà pour certains projets, ça nous arrive souvent qu'on a un CEO qui nous dit voilà, je veux faire mes bureaux, puis il kiffe le truc, il kiffe le meuble, et puis il nous dit bah écoute, là je veux faire ma maison, mon appart, ma villa, par exemple. Mais donc ça nous arrive, et ça évidemment on le fait, mais ouais, c'est comme tu dis effectivement. C'est un projet passionnant. Vraiment, Siné l'a dit au début, c'était pour nous le projet où on y croit le plus, je pense, de tout ce qu'on a fait cette année. Vraiment question ambition long terme et la croissance aussi de la boîte. Donc très chouette. Peut-être une dernière question avant de finir. C'était l'impact sur l'équipe, parce que nous, clairement, on a travaillé énormément avec toi, avec Chari, avec les fondateurs. Avec Marie aussi. Nico. Comment est-ce que l'équipe plus large et peut-être le monde externe a réagi sur ce branding? Parce que pour nous, tellement qu'on a bossé avec vous, c'est évident. On vous reconnaît dedans, mais probablement qu'on est peut-être aussi trop dans un echo chamber. Bah, je pense que ça a fait du bien à l'équipe dans le sens que je crois qu'ils se sont sentis aussi écoutés dans eux, quelle était leur vision, leur manière de voir les choses dans le day-to-day. Je pense qu'ils apprécient aussi le fait qu'on investisse du temps et de l'énergie à vraiment faire en sorte d'avoir du sens et de la clarté dans ce qu'on raconte et dans qui on est et ce qu'on fait. Donc je crois que ça a été très positif pour l'équipe. Je pense que il y a une certaine fierté aussi de l'équipe de dire bah en fait je fais partie d'un truc qui quand même est quali. Il y a le côté aussi design aussi qu'il faut pas négliger, hein, l'air de rien. Moi j'ai toujours été quelqu'un de sensible au design et donc c'est aussi une des choses qui m'a attiré vers ce milieu du mobilier. Donc je pense que oui, ça a été hyper positif, et je crois qu'aujourd'hui même au niveau externe, le fait d'avoir quelque chose qui est soigné en termes d'identité, en termes de design, en termes de ça donne tout de suite le ton aussi sur qui on est derrière indirectement. Et donc je pense que ça c'est clé, et oui, les réactions aujourd'hui sont hyper positives, et ça ne fait que renforcer en fait ce qu'on veut créer, ce qu'on veut apporter. Donc oui, c'est exactement ça, hein, ce que tu as dit, ça donne déjà une attente de qui attend derrière, et c'est exactement à ça que le branding sert, parce que on peut aussi faire des fausses promesses, c'est pas gérer derrière, c'est seulement qu'on s'est aligné ce qu'on est vraiment et ce qu'on montre en externe, donc ça fonctionne. Et ce qu'on veut montrer aussi, c'est qu'on peut faire quelque chose de beau, de design, tout en étant réellement impactful d'un point de vue circularité, parce que parfois il y a des gens c'est pas une coquille vide, quoi. Voilà, il y a des gens qui nous disent ouais, mais est-ce que votre truc c'est pas du greenwashing, je vois pas trop la façon dont vous avez un impact. Or nous, on peut démontrer que l'impact il est considérable, quoi. Du fait qu'on fait durer les produits. J'ai dû répondre récemment à des commentaires comme ça. Et donc on a vraiment fait l'exercice d'aller loin dans la réflexion, et on sait qu'aujourd'hui en moyenne un meuble en fast fashion va durer 3 ans, là où nous on est convaincus qu'on peut faire durer le mobilier 25 ans et plus. Et donc réduire le transport, réduire les déchets, donc l'impact pour nous il est immense en fait. Donc, super. Un grand merci, c'était génial. J'ai une dernière question, mais peut-être un peu plus pour une marque qui vend du mobilier, on va dire de bureau, ou qui loue du mobilier de bureau. Comment tu le vis, le remote? Vous n'avez pas de bureau, vous avez que des gens à travers l'Europe, on va dire. Ouais. Nous, je pense que c'est un peu par la force des choses que on s'est adapté à un modèle. On s'est pas dit on veut être remote parce que c'est la mode d'être remote, et voilà. Je pense que naturellement, on a une petite équipe, mais qui est répartie sur différents marchés très vite. En fait, on a fait des projets en France, en Suisse, en Espagne, en Angleterre, voilà. Et aujourd'hui, on est une grosse dizaine. Ça augmente chaque jour, donc je perds un peu le compte. Je crois qu'on doit être une quinzaine à mon avis maintenant. Mais en gros, oui. Donc nous, on s'est un peu adapté à notre mode de fonctionnement, le type de gens qu'on a besoin, et ça fonctionne, quoi. On est dans une optique déjà de faire confiance, donc on n'est pas là à micromanager, ça veut pas dire qu'on travaille pas ensemble sur des sujets,
parce que voilà, il y a des sujets où c'est bien de travailler en équipe et donc d'avoir voilà, mais oui, mais il y a donc nous on recrute des personnes en qui on sait qu'on peut faire confiance et qu'on va pas devoir dire oui, mais en fait s'il est pas au bureau, il va pas faire son taf et ainsi de suite. Et puis je pense que à côté de ça, il y a évidemment notre culture quand même d'exigence aussi. Hein. On délivre, on veut être efficace, on veut être rapide. Et donc je pense que ça se voit très vite si quelqu'un ne performe pas. Donc on a vraiment aucun sujet là-dessus. On a une super équipe tout le monde est motivé, tout le monde délivre et pour nous c'est ça veut pas dire que demain on n'aura pas des bureaux ou plutôt des hubs parce que si on fait ça, faut qu'on soit créatif aussi. Voilà, faut que ce soit des endroits de rencontre, des endroits où on organise des événements, faut que ça fasse sens. Ouais. On sait qu'il y a des gens qui aiment bien voir et toucher, donc avoir un espèce de showroom, mais qui sert aussi de bureau, d'espace de travail, d'espace de rencontre, etc. C'est probablement des choses qu'on fera. Mais voilà, je veux dire, on évolue avec notre temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question aussi de modernité. Je crois pas dans un monde où tout le monde, tout d'un coup, va revenir au bureau à 100% du temps. C'est pas pertinent pour plein de raisons. Hein. On peut en parler pendant des heures. Je veux dire, il y a aussi les questions même de sustainability. Là aussi, enfin tous ces trajets, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que séparer les endroits où en fait la vie se passe et les endroits où le travail se passe, est-ce que c'est encore pertinent au jour d'aujourd'hui? Donc voilà. Donc je pense que nous on participe un peu à cette évolution de la société et ça en fait partie aussi. Ouais. Génial. Super. Voilà. Ok, un grand merci Aïssa pour avec venue. plaisir, merci à vous. Et on s'entend bientôt bien sûr. Donc on invite tout le monde à regarder le site enki.com, surtout aussi regarder le site d'investissement parce que c'est quelque chose dont on croit profondément. Nous trois, on est investisseurs aussi chez Enki parce qu'on y croit réellement et on est convaincu que changer l'industrie du furniture comme tu le fais, c'est impactant et c'est nécessaire. Donc un grand merci. Super, merci à vous pour votre engagement et votre énergie dans le projet.